Salut à tous, vous aimez les mangas? Non, c'est nul. Moi j'aime que Tintin au Congo. Ok, bon, bref, moi aussi j'aime beaucoup ça. Et Louis de Funès aussi, mais c'est d'ailleurs dommage qu'il ait jamais fait de manga. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de Bonu Poon Poon, écrit par Inyo Asano, édité par Kana. Bonjour. Chez nous. Mais putain, mais vous avez foutu la merde dans mon plan, mais comment vous êtes rentré d'abord? Bah, c'était ouvert. Attendez, mais on se connaît? Ah, mais c'est vous. Le passant fan de dont tout le Jackie monde se Chan. fout. Vous savez, j'ai pensé à vous. Je me lance dans la vidéo moi aussi, même que j'ai mon propre assistant. Bonjour. J'aime Jet Li. Ah ouais, vous avez vraiment rien à foutre de vos journées, en somme. Moi, en ce moment, je cherche mon film sacré. C'est une quête que m'a donné mon maître, vous voyez. Wow, c'est tellement shonen. Eh ouais. Bon, bah je vais vous laisser, hein, on se revoit bientôt. Partez pas comme ça. Vu que vous êtes là, on a qu'à faire un crossover. Genre sur une adaptation de manga? Ah bah, pourquoi pas, ouais. Vous avez quoi sous la main? Choisissez. Hein? Allez quoi? Jouez le jeu. Je sens qu'il va encore être complètement con cet épisode. Dragon Ball. La légende des 7 boules de cristal. Ah, mais j'ai oublié, j'ai un rendez-vous en fait, du coup je vais pas pouvoir rester, c'est dommage. Ouais, restez quoi. En plus, vous êtes bien sûr, il y a votre assistant qui est en train de piquer dans la caisse là. Non. Bon bah, que voulez-vous? Allez-y, balancez la sauce. Dragon Ball est un manga d'Akira Toriyama, publié entre 1984 et 1995 dans le Weekly Shonen Jump. L'histoire se déroule dans un univers futuriste dans lequel existent 7 Dragon Ball qui, une fois réunis, permettent d'invoquer un dragon qui exaucera un souhait avant de disparaître. Nous suivons donc Sangoku, un jeune orphelin à queue de singe un peu innocent, qui part à la recherche en compagnie d'une jeune fille appelée Bulma, et de plusieurs camarades qu'il rencontre en cours de route. Ça, c'est le début. Le manga étant terminé en 42 tomes, vous vous imaginez bien que cela finit par s'éloigner de ce postulat de base. Le manga marqua de façon indélébile son époque, car l'œuvre de Toriyama ne se contentera pas seulement de révolutionner le marché japonais. Le phénomène Dragon Ball débarquera rapidement en Europe, créant alors une nouvelle génération d'enfants assoiffés d'animation japonaise, tout comme l'avaient déjà fait Goldorak et Cobra pour la génération précédente. Séries animées, jouets, jeux vidéo, de nombreux produits dérivés verront le jour, suite à cette déferlante, sans oublier bien sûr des adaptations cinématographiques. Bon, j'ai fait ma part du boulot, maintenant c'est à vous de causer du film. Hein? Je veux pas parler de ça, moi. Waouh, ça a l'air tellement shonen. Alors, Nicky Larson, avec Jackie Chan aussi, te semblait très shonen de loin. Pas Jackie Chan. Pas Jackie Chan. Ok, pas Jackie Chan. Dragon Ball le film, la légende des 7 boules de cristal, aucun rapport avec Tintin, est un film taïwano-philippin sorti en 1991. Adaptation officieuse du film d'animation japonais Dragon Ball, la légende de Shenron, sorti en 1986, qui est lui-même une adaptation du premier arc du manga, c'est-à-dire environ des 3 premiers tomes. Ça fait 1/14e de la série. Merci. C'est bien ça que ça sert un assistant. Gros lèche-pompe. Le film s'ouvre sur la destruction d'un village par le méchant roi cornu qui est à la recherche des Dragon Ball. Seule une jeune fille, Jade, parvient à échapper au massacre, tandis que les méchants récupèrent la boule du village, que son gardien avait cachée dans un temple. Vous voyez le problème? Un indice, c'est comme si pour cacher une bouteille d'alcool, je la mettais dans le minibar. Puis nous découvrons Sangoku, qui vit dans la forêt avec son grand-père et qui n'a d'ailleurs pas de queue de singe dans cette version. Il s'entraîne tous les jours au combat, selon des méthodes pour le moins cryptiques. De crème, un pot de crème, un sac de riz, un plat. Je crois que c'est une adaptation des attaques pierre-feuille-ciseaux du manga. Et du coup, ça a du sens? Du quoi? C'est bien ce que je me disais. Jusqu'au jour où leur maison est attaquée par les troupes du roi cornu, qui enlèvent le grand-père et volent sa Dragon Ball. Pendant ce temps, Sangoku fait la rencontre de Bulma, une jeune aventurière qui recherche elle aussi les Dragon Ball, et qui essaie de tuer Goku à la mitraillette, sous prétexte qu'il râle après qu'elle ait failli l'écraser avec sa voiture. Ce qui veut dire que dans cette version, Bulma est une psychopathe. Bon, après une discussion et probablement un constat à l'amiable, les deux finissent par se réconcilier.
Surtout que Goku a été bien éduqué par son grand-père, qui lui a appris qu'il ne fallait jamais agresser les filles. Comment on appelle ceux qui font ça déjà? Des violeurs. C'est ça. Bravo. Ah, ça c'est une éducation sexuelle soignée. Ouais. Ils courent vers la cabane du grand-père, car Bulma craint que les troupes du roi cornu n'aient l'intention d'y récupérer la Dragon Ball, mais ils arrivent trop tard. Le grand-père de Goku a déjà disparu, enlevé par l'ennemi. Les deux amis décident donc de partir à sa recherche, et il était temps, parce qu'on en est à plus de 20 minutes de scène d'exposition et ça commençait à faire un peu beaucoup. En chemin, il rencontre un grand guerrier noir qui veut violer Jade, la jeune rescapée du village. Goku se bat contre l'agresseur et gagne sans trop de peine, et on découvre qu'il s'agit d'Oolong, qui sous sa vraie forme n'est rien d'autre qu'un petit homme obèse et lâche, mais qui a le pouvoir de se transformer en ce qu'il veut, y compris en dessin à même la pellicule. Alors, à noter qu'il existe une version remasterisée du film, avec des effets spéciaux améliorés. Alors on va aller voir à quoi ça ressemble. Et sans rancune, hein? Bel effort. Suite à ça, Oolong devient leur pote, parce qu'après tout, il a juste essayé de violer une gamine, hein, pas de quoi en faire tout un plat. Surtout qu'il nous explique que c'est pas vraiment de sa faute. Je suis désolé, mais c'est plus fort que moi. Les filles, moi, je peux pas m'en passer. J'adore les belles filles dans ton genre. Oh, ouais, c'est ça. Ça passe pas devant le tribunal. Ils ont à peine le temps de respirer que débarque une sorte de cow-boy d'opérette avec un oiseau à la voix de perroquet de pirate. Yamcha, un des plus grands criminels de la région. J'en profite pour préciser que, mis à part Son Goku, les personnages du film et du manga n'ont pas du tout les mêmes noms. Nous reprenons les noms d'origine pour simplifier. Par exemple, dans le film, Yamcha s'appelle Westwood. C'est probablement un jeu de mots sur Eastwood, comme c'est un cow-boy, tout ça. Non mais j'ai jamais dit que c'était intéressant. Hein. Ah. Yamcha et Goku se battent, le combat est très serré, mais finalement Yamcha fuit en voyant Bulma, parce qu'il est tellement timide qu'il n'ose pas aborder les filles. Suite à cette nouvelle péripétie, qui n'a, quand on y pense, pas servi à grand chose, les aventuriers décident d'aller trouver le maître en arts martiaux Tortue Géniale, afin de lui demander de l'aide dans la recherche des... Perle du dragon. Hein? Perle du dragon. Perle du dragon. Perle du dragon. Sans déconner, Dragon Ball c'est le titre du film et du manga, vous auriez au moins pu faire un effort sur ça à la VF. Bref, Tortue Géniale, c'est lui, un jeune acteur mal maquillé en vieux sage. Attendez, c'est peut-être mieux dans la version remasterisée. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être Christian Clavier dans le rôle de Tortue Géniale. Je vais faire des cauchemars jusqu'à la fin de mes jours. Et ça tombe bien, parce que Tortue Géniale a justement une Dragon Ball. Comme Yamcha d'ailleurs. Ouais, en fait, tout le monde a une Dragon Ball dans sa poche dans ce film. Et si Yamcha donne la sienne tout de suite parce qu'il est trop timide pour dire non à Bulma, Tortue Géniale, lui, est un peu plus exigeant. Alors, en échange de la boule, je veux te voir nu. Non, mais c'est pas vraiment de sa faute à lui non plus, regardez. Ah, j'y peux rien, je suis un obsédé. Ça non plus, ça passerait jamais devant un tribunal. Bulma accepte et demande à Oolong de se transformer en elle pour s'en charger. S'ensuit une scène de danse très gênante, d'autant plus que c'est bien gentil tout ça, mais on en est à plus d'1 heure de film et il s'est pas passé grand chose d'utile pour le moment. C'est à ce moment que débarque l'armée du roi cornu et je la remercie d'enfin interrompre cet enchaînement de gags gênants. Elle vole les 2 boules que Goku avait réussi à réunir, enfin que Bulma avait réussi à réunir plutôt, Goku il a servi à rien dans cette histoire. Ce qui fait que le roi a désormais 6 Dragon Ball. Mais où est donc passée la 7ème? Hein, dites-moi les enfants, où quelle est la 7ème boule? Je crois qu'il la perd, la boule. Eh ben la 7ème Dragon Ball, c'est Oolong qui l'a depuis le début. Et là, stop. Dans le manga, en effet, à peu près tous les personnages croisés par Sangoku et Bulma ont une Dragon Ball en leur possession. Mais c'est logique, dans la mesure où Bulma a fabriqué un détecteur à Dragon Ball et qu'il se déplace selon ses indications. Dans le film, par contre, c'est juste un hasard complet si tout le monde a une boule sur lui. C'est pire même, parce que Bulma a bien son détecteur, mais elle ne s'en sert jamais. Sérieusement, comment elle a pu ne pas se rendre compte qu'Oolong avait une Dragon Ball alors qu'elle voyage avec lui? Bref, ils vont affronter le roi cornu qui menace de tuer le grand-père de Goku puis le libère. Ok, puis combat nul, combat nul, combat nul. Tortue Géniale et le grand-père devinent que le roi cornu a caché les Dragon Ball en les avalant. Me demandez pas comment ils le savent. Mais comment il compte les faire sortir de son ventre, le roi cornu?
Taisez-vous. Ils font donc avaler la 7ème boule au roi cornu, ce qui le fait exploser. Ça me paraît très aléatoire comme plan, mais bon. Le dragon apparaît, Jade fait le vœu de ressusciter tout son village, tout le monde est content, et fin. J'en déduis que c'est pas vraiment ça votre film culte. Non, il y a peu de chance, non. Vous savez, dans un bon animé, il faut rarement moins de 200 épisodes pour que le héros atteigne son but, hein, comme quoi, faut pas désespérer. Si dans 200 épisodes, je suis encore en train de chercher une réponse à ma question, je reviens ici, et je serai très bougon. Oh oui, on va tout brûler. Tellement shonen. Alors, j'admets que Dragon Ball a jamais eu tellement de chance avec ses adaptations live, d'ailleurs étonnamment peu nombreuses pour un manga aussi culte. Mais cette contrefaçon taïwano-philippine me paraît particulièrement intéressante, dans la mesure où elle met en avant à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire une bonne adaptation de manga. À sa décharge, il faut bien admettre qu'avec son budget, elle partait pas gagnante. Dragon Ball, c'est un univers futuriste, des personnages non humains, des combats remplis de techniques improbables et chargés en effets pyrotechniques, bref, c'est pas simple à rendre crédible sans un budget un minimum confortable. Du coup, je pense que de toute façon, le film aurait ressemblé à une série béfauchée, même si tout le reste avait été très réussi. Mais bon, on peut pas non plus tout mettre sur le dos du manque d'argent. Sinon, j'aurais pas autant de mal à expliquer pourquoi j'ai raté ma vie. Je vais pas revenir sur le fait que tous les noms changent. Après tout, on regarde la mauvaise VF d'un film taïwano-philippin non officiel adapté d'une œuvre japonaise. Et surtout, les caractères de ces personnages restent, eux, plutôt fidèles au manga. Parfois trop fidèles même. La perversion d'Oolong et de Tortue Géniale, ça passait à peu près dans la BD grâce aux traits enfantins et mignons de Toriyama. Mais par contre, dans le film, c'est carrément glauque. Dur d'avoir la moindre sympathie pour Oolong quand sa première scène est une tentative de viol bien creepy. Il y a aussi des choix d'adaptation qui ne sont pas assumés jusqu'au bout. Par exemple, c'est plutôt une bonne idée d'avoir supprimé la queue de singe de Goku et le fait qu'il se transforme en gorille géant les soirs de pleine lune. Ça aurait nécessité trop d'explications sur les Saiyans et surtout trop de budget. Mais du coup, pourquoi dans le film Sangoku se fait-il quand même appeler l'enfant singe? Les fans ne se contenteront pas d'une référence aussi superficielle, et ceux qui n'ont pas lu le manga seront plus perplexes qu'autre chose face à cet élément qui n'a aucune raison d'être dans le film. Mais tout ça, les singes, les viols, bon, c'est pas si grave que ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est la structure globale du film qui pose le plus problème. Il reprend principalement 4 épisodes de l'œuvre originale. La rencontre entre Goku et Bulma, puis leur rencontre avec Oolong, Yamcha et Tortue Géniale. Pendant toute la première heure, les personnages vont donc de lieu en lieu, et chaque rencontre est le moteur d'une nouvelle séquence. C'était aussi la structure du premier arc du manga, avec d'ailleurs encore plus d'étapes dans le voyage du héros. Mais autant ce type de narration fonctionne pour un manga publié en série sous forme de chapitres d'une quinzaine de pages, autant dans un film d'1h30, ça crée une impression d'absence d'intrigue globale. Et en plus, y a pas Louis de Funès. Ni Jet Li. Bah quoi? Nous aussi on a le droit de participer. Ça pourrait fonctionner dans un road movie, où la narration et les personnages évoluent au fil des étapes et des rencontres de leur périple, parce que l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Sauf qu'ici, on n'est pas dans un road movie, et les héros sont censés affronter le roi cornu, créé spécialement pour le film, justement pour installer une menace globale qui était absente du premier arc du manga. Et donc difficile de s'intéresser aux clowneries de Yamcha et Tortue Géniale quand on sait qu'à côté, il y a un taré qui massacre des villages pour pouvoir devenir le maître du monde. On dirait un RPG, vous savez, quand des villageois vous font perdre 3 heures à chercher leur poule alors que vous êtes en train de chasser le mec qui veut détruire le monde. Et après 1 heure à se balader en forêt et à danser avec un vieux pervers sur une île déserte, ne faites pas ça les enfants, il reste à peine 20 minutes au film pour tout conclure. Résultat, on se retrouve avec des ellipses de ce genre. L'homme tortue et ses jeunes amis devraient bientôt arriver. Débarrassez-moi de ces ahuris. Faites-les disparaître. Et un combat final trop rapide qui finit de ruiner toute possibilité de croire sérieusement que le roi cornu représentait le moindre danger pour qui que ce soit. La preuve définitive de ça, c'est que les protagonistes n'ont pas eu besoin d'évoluer du tout pour le battre. Sangoku ne devient en fait même pas plus fort entre le début et la fin du film, et il ne sert à rien dans le combat final. Il aurait pas fallu grand chose, juste par exemple qu'il apprenne le Kamehameha pour asséner le dernier coup à son adversaire, et ça aurait suffi à rendre la fin bien plus satisfaisante d'un point de vue narratif. Surtout que je trouve un peu ironique que dans un film aussi fidèle à l'œuvre d'origine sur certains points, il manque l'attaque la plus emblématique du manga. Et pourtant, c'est pas comme si on en était encore à un effet spécial approximatif près. En bref. C'était de la merde, de la bonne grosse merde. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être négatif. Non, j'ai envie de dire du bien des choses, des gens, du monde, d'être positif pour donner du bonheur à tous ceux qui nous regardent. Waouh,
trop la classe. C'est ça l'esprit YouTube, hein. Ça et les titres putaclic. Donc on va parler d'une bonne adaptation de shonen. Bon, si vous voulez. Full Metal Alchemist. Un autre. Bon, ça va, j'arrête. C'est parti pour Kenshin le Vagabond. Je l'ai. Kenshin le Vagabond est un manga de Nobuhiro Watsuki, publié entre 1994 et 1999 dans le Weekly Shonen Jump, qui raconte l'histoire en 1878 de Kenshin, un ancien assassin légendaire devenu vagabond et ayant juré de ne plus jamais tuer, l'ère Meiji ayant rétabli la paix. Oui, sauf pour les Ryukyu en 1879, et la guerre avec la Chine en 1894, et l'annexion de Taïwan en 1895, et la guerre avec la Russie en 1904, et l'annexion de la Corée en 1910. La paix, ça a toujours été un concept très relatif. À l'image de Dragon Ball, Kenshin le Vagabond fait partie des gros succès du Shonen Jump, et aura également le droit à de nombreuses adaptations et produits dérivés. Le manga comptabilisant au total 28 tomes, il y a de quoi adapter. Mais en plus d'être un excellent manga de sabre, Kenshin, contrairement à Goku et ses potes, a eu beaucoup plus de chance. L'anime est cool, les OAV sont cool, le film animé est cool, pas mal de jeux vidéo adaptant le manga sont cool, bref, la licence semble transformer tout ce qu'elle touche en œuvre qualitative. Mais qu'en est-il donc du film live ? L'adaptation en film réalisée par Keiichi Otomo en 2012 et adapte le premier arc du manga, c'est-à-dire environ les 5 premiers tomes sur 28. Ça fait 17,86%. Vous voyez ? Moi aussi je peux le faire. Le film décrit donc l'arrivée à Tokyo de Kenshin, sa rencontre avec Kaoru et d'autres nouveaux amis alors qu'il était devenu un vagabond solitaire depuis l'instauration d'une ère de paix dans laquelle il ne se sent pas à sa place, et son combat contre Kanryu, un homme d'affaires violent à la tête du trafic d'opium de la ville. Et je ne vais pas plus en dévoiler sur l'intrigue, parce que contrairement à Dragon Ball, il y en a une. Et je vous invite vraiment à regarder le film si ce n'est déjà fait. Ou à lire le manga, seulement 10,75€ par tome, en vente dans toutes les bonnes librairies, comme ici par exemple au 44 rue du Jard, à Reims, à Augrès des Bulles. Quoi ? On est tous un peu capitalistes, au fond de notre cœur. Il y a certains points sur lesquels on ne peut clairement pas comparer Kenshin le Vagabond et Dragon Ball. Kenshin a été fait 20 ans plus tard avec un budget largement plus conséquent, donc c'est évident qu'il a plus de gueule, encore heureux. Même si le cinéma japonais nous a déjà prouvé qu'il était très capable de faire des trucs parfaitement dégueulasses quand il s'agissait d'adapter un manga, et ce, même avec un bon budget. Vous savez pourquoi ? Parce que les mangas c'est de la merde. Et c'est pour les cons. De plus, malgré ce budget plus que confortable... Excusez-moi monsieur, comme ça fait 3 fois que je passe devant la boutique, je crois que je suis complètement perdu. De plus, malgré ce budget plus que confortable, le film est beaucoup plus sobre que l'œuvre originale en ce qui concerne les techniques de combat des personnages. Mis à part Sanosuke et son énorme sabre, inséré un commentaire désobligeant ici, les personnages du film restent finalement assez normaux. Ce sont d'excellents combattants, mais pas des surhommes au pouvoir improbable comme dans l'œuvre d'origine. Et pourtant c'était pas forcément évident comme choix, tellement ce genre de pouvoir semblait faire partie de l'ADN du manga. Même Kenshin est à la base censé être d'une rapidité telle qu'il en devient presque invisible, et ça participait au plaisir de lire, de découvrir régulièrement un nouveau combattant et un nouveau pouvoir. Mais en film, on y revient toujours, et ça aurait coûté très cher à reproduire. Sans compter que, soyons honnêtes, certains pouvoirs sont quand même franchement kitschus aujourd'hui. Même si ça trahit un aspect assez important du manga, c'est donc plutôt un bon choix que de proposer des combats beaucoup plus terre à terre, mais qui compensent en étant franchement bien chorégraphiés. Et nous, on aime ça les combats bien chorégraphiés. Comme dans les films avec Jet Li. Votre duo fonctionne super bien, bravo. Bah, c'est normal. Le plus important dans une relation chef-assistant, c'est l'harmonie. Ça doit être pareil pour vous, non ? Disons que ça dépend des jours. Et si le film conserve l'intrigue générale du premier arc du manga, il en supprime pas mal d'épisodes secondaires et en modifie d'autres, tout en introduisant des éléments sur le passé de Kenshin, normalement dévoilés plus tard dans la BD. Tout ça, d'une part, pour proposer une histoire qui puisse se développer et se conclure de manière vraiment satisfaisante en un peu plus de 2 heures, là où 800 pages étaient nécessaires à l'origine, et d'autre part, pour gommer la dimension épisodique du récit de base et proposer une narration plus adaptée au format film.
Lors de l'assaut sur le manoir de l'antagoniste principal, je trouve même que le film devient supérieur au manga, notamment au travers d'une séquence en montage alterné d'un combat de Kenshin et d'un combat de Sanosuke. Grâce à l'utilisation d'une narration par le montage, et donc exclusivement cinématographique, le film parvient, dans ce cas précis, à atteindre une intensité supérieure à celle de son matériau d'origine. Bah et donc vous là, vous serez pas en train de dire que le cinéma c'est mieux que les mangas par hasard? Non mais pas du tout, je dis juste que... Mais alors, par contre ça c'est du mépris monsieur, je vous arrête tout de suite, je ne supporte pas ça moi, je me casse d'ici. Mais non, par contre, ici c'est chez moi, mettez un petit peu sorti de la tête, vous oubliez ce que je viens de faire, c'était totalement con. Voilà. Donc au final, comparé à Dragon Ball, Kenshin le Vagabond est moins fidèle en termes d'intrigue, mais par contre, il l'est plus en ce qui concerne l'esprit et les thèmes de l'œuvre d'origine. Parce qu'en plus de la lutte qui oppose Kenshin et ses amis à Kanryu, il y a deux conflits largement aussi importants dans le film. Premièrement, celui entre l'ancien et le nouveau Japon, c'est-à-dire entre une ère régie par des luttes de clans et des conflits presque permanents, et une ère de paix, de justice et d'évolution sociologique, économique et industrielle, sous la direction d'un gouvernement fort qui permet au pays d'entrer dans la modernité, qui a dit roman national, rendant inutiles les assassins et mercenaires qui pullulaient et faisaient fortune auparavant. Gagner ma vie en tuant des gens. Ma maman avait raison, j'aurais dû devenir marchand d'armes. Et deuxièmement, il y a la lutte de Kenshin contre lui-même, le combat entre Batosai, l'assassin qu'il était 10 ans plus tôt, et Kenshin, le vagabond justicier au sabre inversé qu'il est devenu. Le film insiste particulièrement là-dessus et beaucoup de personnages essaient de pousser Kenshin à redevenir un tueur. Certains parce qu'ils veulent se confronter à lui pour la gloire, et d'autres parce qu'ils considèrent que tuer est dans sa nature et qu'il ne pourra pas éternellement aller contre, mais d'autres encore font ça avec de vraies bonnes intentions. Au cours du film, Kenshin retrouve deux de ses anciens alliés de l'époque qui sont désormais devenus policiers. Et les deux essaient de le convaincre de reprendre les armes parce qu'ils sont convaincus qu'il ne pourra jamais défendre la justice sans tuer. Ça pousse Kenshin à de véritables questionnements, et si physiquement il ne devient pas réellement plus fort au cours du film, il connaît par contre une véritable évolution dans sa volonté pacifiste, puisque même le duel final est en très grande partie basé sur ce dilemme. Non mais rassurez-vous, hein, il se tape dessus quand même. Ah! Donc oui, Kenshin le Vagabond, c'est un très bon film. C'est pas un film parfait, il y a 2-3 trucs de morale un peu cucu par-ci par-là, et je regretterai toujours que Kaoru ne soit pas plus mise en avant. Je sais bien que c'est pareil dans le manga, mais merde, elle est censée être championne de kendo, et pourtant elle se retrouve toujours reléguée au rôle de jeune fille en détresse, c'est vraiment du gâchis. Mais tout de même, c'est un très bon film. Et le public ne s'y est pas trompé, puisqu'il a assez bien marché pour engranger 2 suites qui adaptent le 2e arc du manga, et qui franchement sont encore plus réussies. Et surtout, ça prouve qu'adapter un shonen fleuve, c'est loin d'être impossible pour peu qu'on fasse preuve d'un minimum d'intelligence et qu'on sache faire des choix, sans avoir peur de trahir l'œuvre d'origine et de se mettre les fans à dos. Donc ça nécessite quand même aussi un petit peu de budget. Oui, bon, un peu aussi, oui. Mais du coup, c'est ça votre film culte? Bah non, je crois pas, c'est un bon film, hein, mais il manque quelque chose. Dans ce cas, laissez-moi vous faire découvrir en avant-première notre fan-film Jet Li versus Louis de Funès. Un film entièrement reconstitué avec des images d'archives, une œuvre, si j'ose dire, godardienne, qui redéfinit en profondeur les codes du cinéma, par un déconstructivisme deleuzien réinvesti de l'esthétique du dogme, ayant comme perspective l'hyperonymie de l'image pour l'hypotypose référentielle. J'ajouterai que le film est parfaitement légal, puisque aucune image inédite n'a été tournée pour... Oh! Et vous... Et le voilà parti, au lointain, accompagné de son camarade. Quelles embûches vont-ils encore traverser? Quels ennemis vont-ils encore affronter? Et ce fameux trésor qu'il est parti rechercher, quel sera-t-il? Arrivera-t-il seulement à mettre la main dessus? Ce héros solitaire des temps modernes parviendra-t-il au bout de sa quête? Trop. Shonen.